Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la suspension de Ja Morant à Memphis, de la catastrophe qui se profile à l'horizon pour les Pelicans, mais aussi notre rookie chouchou du début de saison. Sans tarder, c'est Charles que j'accueille au micro. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, on va faire un petit point sur l'actualité. Pour qui, pourquoi ? Parce que les Bulls et les Spurs ne sont plus invaincus après leur défaite face aux Knicks et aux Suns respectivement la nuit dernière. Donc je rappelle, on enregistre ça lundi soir dans la soirée. Donc le podcast sort mardi. Là, on parle des résultats du dimanche qui ont lieu dimanche. Chicago n'avait pas réalisé un tel début de saison depuis que Michael Jordan et Scottie Pippen portaient le maillot des Taureaux. Les Spurs, malgré leur histoire riche en succès, n'avaient jamais entamé une saison sur 5 victoires consécutives. Dans cette rencontre face à Phoenix, les problèmes de faute de Wemby l'ont empêché de trouver son rythme. Il a fait un match plutôt cracra et ça va arriver, c'est sûr. Sur les 82 matchs d'une saison, c'est pas possible de faire autrement. Surtout à son âge, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Aujourd'hui, OKC reste la seule équipe invaincue de la Ligue. Comme la saison passée, ils entament la saison sur 7 victoires consécutives. Ils ont la meilleure défense de la Ligue, et ce malgré l'absence de Jalen Williams, accessoirement leur deuxième meilleur joueur et excellent défenseur. Shelton Green, blessé au dos, a manqué 3 de ces 7 rencontres. Rien de tout ça n'a empêché l'équipe de Mark Deno de s'imposer à chaque fois. Dans le sillage d'un Shai Gilgeous-Alexander qui évolue une nouvelle fois à un niveau MVP, on assiste à l'éclosion d'A.J. Mitchell, la confirmation d'Aaron Wiggins, on voit la solidité d'Hartenstein et du banc de cette équipe. Charlie, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette série d'OKC et sur les premières défaites de Chicago et de San Antonio ? Dans les deux cas, je pense que c'est plutôt logique. Pour les Spurs, déjà les voir aussi dominants qu'ils l'ont été sur ce début de saison malgré les circonstances. Et par circonstances, je veux évidemment parler des absences notamment de Fox et de Cornet. C'était pas entre guillemets normal. Wembanyama a été bien défendu, il a été harcelé par les ailiers, il a été pris à 2, il y a eu des bonnes rotations défensives. C'était vraiment très réussi ce qu'ont fait les Suns. D'autres équipes vont certainement essayer de copier ce modèle dans les semaines qui viennent. Pareil, Chicago, c'était la très belle surprise de ce début de saison, mais on pouvait difficilement s'attendre à les voir rester invaincus ad vitam aeternam. En face, les Knicks avaient la pression après 3 défaites consécutives et se devaient de réagir. Ils ont mis les éléments pour s'imposer, bien lancé par un Brunson qui, je crois, dans le premier quart-temps, met quasiment 20 points. Ouais, il a été impeccable, Brunson, effectivement. Ouais, écoute, je suis pas nécessairement inquiet pour Chicago pour autant, parce qu'on a vu que leur collectif était toujours présent. Je vais pas faire des projections sur la suite de leur saison parce que je les attendais pas à ce niveau-là, mais j'ai quand même pas l'impression que ça soit un feu de paille ce début de saison. Alors, je m'attends pas à ce qu'ils tabassent tout le monde à l'est comme ils l'ont fait sur ce début de saison, où ils ont battu Détroit, Orlando, Atlanta et New York, mais on va voir. Ils avaient battu les Knicks juste avant cette défaite au Madison. En fait, ils avaient battu les Knicks à domicile. Tout à fait. Et les Knicks ont pris leur revanche chez eux. Ouais, tu sens que pour toi, les Bulls, c'est une équipe qui c'est pas du chiquet, quoi. Pour toi, ça reste solide. C'est-à-dire, ça reste intéressant, collectivement, c'est très cohérent, et pour moi, c'est quand même un peu un gage, c'est un gage en NBA d'avoir un collectif qui est cohérent. Donc on va pas, je te dis, j'ai du mal à me projeter, savoir où est-ce qu'ils vont finir à la fin de la régulière. C'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais en tout cas, je pense qu'il y a pas de catastrophisme sur cette défaite. Et sur OKC, écoute, je suis pas surpris que ce soit la dernière équipe invaincue. C'est eux qui sont les plus impressionnants depuis le début de saison à mes yeux. Même avec les absents, ils donnent l'impression d'avoir de la marge, et c'est sûrement ça en fait le plus impressionnant avec eux. Alors ils ont pas eu que des matchs faciles, très loin de là. Non, ils ont commencé l'année sur 2 prolongations. Ouais, 2 doubles prolongations même. Ouais, 2 doubles prolongations. Mais voilà, ils paniquent jamais, ils s'adaptent à toutes les circonstances. Chet Holmgren n'est pas là, y a pas de souci. Jalen Williams fait un boulot incroyable. Denio tente des nouveaux systèmes, c'est parfaitement exécuté. Sur ce début de saison, il renvoie un sentiment de sérénité qui est assez impressionnant. Là, ils partent sur un road trip de 4 matchs. Écoute, bon courage à leurs adversaires parce que les patrons sont en tournée et ouais, vraiment, OKC très très impressionnant. Ouais, c'est un peu à l'image de ce qu'on avait pu voir avec Boston l'an passé. Ouais, finalement, Boston n'a pas réussi à faire le back-to-back. Mais il y a une sensation de domination. Et puis, Shai Gilgeous-Alexander, il est absolument
Ouais, il est Il incroyable. marche sur l'eau, ce garçon. Ouais, tout à fait. Comment la ligue est jouée aujourd'hui, comment ça se joue sur le terrain, lui est totalement inarrêtable, quoi. Techniquement, il est impeccable. Enfin, il est maître de son basket. Exactement, c'est ça la phrase, en fait. Pas vraiment de point faible, de loin, en mi-distance, en pénétration. Enfin, je veux Ouais, il dire, maîtrise tellement son jeu, c'est ouais, impressionnant. Pour moi, c'est vraiment ça, le mot qui correspond à son début de saison, c'est la maîtrise, quoi. C'est impressionnant, vraiment. Vraiment, il a 27 ans et on sent qu'il est vraiment dans la pleine possession de ses moyens physiques et techniques aussi. Son jeu, il maîtrise son basket sur le bout des doigts. C'est remarquable. ouais, absolument. Ouais. Absolument. On va parler de notre premier sujet important, celui de Ja Morant. J'ai envie de dire, Charlie, que l'année 2022 paraît loin pour les fans des Grizzlies. Une époque où les oursons de Memphis semblaient sur la pente ascendante, une pente irrésistible vers les sommets de la NBA, derrière le talent de Ja Morant et Jared Jackson Jr. Le premier, c'est une pépite offensive dotée de capacités athlétiques hors du commun. L'autre, c'est une encre défensive. Il a été élu meilleur défenseur de l'année, il me semble. Ouais. Redoutable avec un tir extérieur. Alors, ok, il prend pas des rebonds, ça c'est sûr. C'est pas son fort à Jaren Jackson. Mais voilà, ce duo était quand même extrêmement prometteur côté Memphis. 3 ans plus tard, on ne compte plus le nombre de jours de suspension, le nombre de matchs de suspension infligés aux meneurs de jeu pour diverses raisons, notamment après s'être affiché avec des armes à feu sur les réseaux sociaux, mais aussi des blessures venues contrarier sa progression, aussi tant personnelle que collective pour l'équipe. En avril, Taylor Jenkins, le coach qu'il a quasiment toujours connu, a été remercié quelques jours avant la fin de la saison. Un licenciement brutal et inattendu qui a été suivi par la nomination de Thomas Isalo, dont le système de jeu basé sur la rapidité d'exécution et la circulation du ballon n'ont manifestement pas convaincu Ja Morant, qui était déjà pas convaincu des changements stratégiques qu'avait mis en place Taylor Jenkins. Lors de la défaite face à Memphis, face aux Lakers, Ja Morant a été vu désintéressé sur le terrain, adoptant une attitude immature, également sur le banc lors des temps morts. Au moment de parler avec les journalistes, il a cessé de répondre qu'ils devaient poser leurs questions plutôt au coaching staff pour expliquer son comportement, laissant entendre qu'il estimait que les performances de l'équipe étaient meilleures sans sa présence sur le terrain. Du moins, c'est ce que les coachs lui avaient dit, selon lui. On a appris par la suite, donc il a été suspendu pour conduite préjudiciable à l'équipe en raison d'une attitude jugée inappropriée et méprisante envers le coaching staff devant ses coéquipiers dans les vestiaires. Ja Morant a déjà la réputation d'être immature. Là, il ne fait que confirmer que rien n'a vraiment changé dans son comportement, qui est loin d'être professionnel et digne d'un leader d'équipe. Il est pourtant payé comme tel. L'avenir de Ja Morant est-il compté à Memphis, Charlie? Est-ce qu'on en est vraiment là aujourd'hui? Bah, ça m'étonnerait pas, parce que c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, là. Tu l'as dit, son attitude pendant le match face aux Lakers, elle était pas bonne du tout, que ce soit sur le parquet pendant les temps morts, où on le voit à l'écart de l'équipe, visiblement complètement désintéressé par ce qui se passe. Et comme tu l'as dit, il est supposé être le leader de cette équipe, donc c'est pas justifiable d'agir comme ça. Shams Charania a expliqué que ce qui avait déclenché son comportement vis-à-vis de son coach, c'est le fait que Isalo lui ait remis en cause son leadership. Évidemment que tu remets en cause son leadership quand tu vois ça. Bon, écoute, c'est inquiétant pour Memphis parce qu'entamer une saison avec des tensions entre le coach et la entre guillemets star de l'équipe, ça peut pas fonctionner. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que vu le passif de Morant, j'ai envie de te dire qu'une suspension va rien changer. Je sais bien que certains plaident pour lui laisser une nouvelle chance, mais déjà, des deuxièmes chances, il en a eu plusieurs. Comme tu l'as dit, il a été suspendu 2 fois par la Ligue pour s'être affiché avec des armes à feu. Sa réaction la saison dernière après ses suspensions, ça a été de célébrer des paniers en mimant des armes. Bon, je pense que ça en dit long Et en sur sa jetant des mentalité. grenades? Mais ouais, ça en dit très long sur sa mentalité. T'as parlé d'un manque de maturité. Moi, je pense que c'est au-delà de ça. Je pense qu'il en a juste rien à foutre et qu'il veut pas changer sa manière d'être. C'est un gâchis terrible parce que c'est un joueur incroyable quand il est concentré sur le basket. Hein. Ses 3-4 premières saisons, elles étaient vraiment fantastiques. Mais depuis, on a vraiment l'impression de voir un gâchis permanent
C'est pénible. Alors peut-être qu'un changement de franchise et d'environnement lui ferait du bien, mais en fait moi j'y crois pas. On sait très bien comment ça se passe avec les joueurs NBA, et visiblement avec Ja Morant, un des principaux problèmes c'est son entourage, et en fait le problème persistera quel que soit l'endroit où il sera, parce que son entourage le suivra dans n'importe quelle ville ou dans n'importe quelle franchise. Donc à moins qu'il y mette lui-même le haut là, je vois pas comment ça peut changer, et de toute évidence il n'a pas du tout l'intention de le faire. Donc voilà, j'avoue que moi je commence un peu à en avoir marre de cette histoire, surtout que moi Ja Morant c'est quand même un mec en qui je croyais beaucoup, Ouais, dans la je me draft souviens très bien. 2019, c'était mon chouchou. Ouais. Et ouais, quel gâchis quand même la draft 2019 en termes de gâchis entre Zion et Morant, quand on se rappelle de la hype qui les entourait, ces deux-là, 6 ans après, on est quand même très très loin du compte, hein. C'est assez terrible parce que ce sont effectivement deux joueurs au talent incroyable. Et c'est marrant parce que dans cet épisode, on va parler des deux justement, qui sont tous les deux à un stade différent de leur évolution dans la ligue. On peut dire que Ja Morant a connu le succès avec les Grizzlies. Il y a un moment où il s'était vraiment considéré, je le dis souvent, mais le Thunder est devenu ce que les Grizzlies devaient être, quasiment. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les Grizzlies, quand on les voyait évoluer, quand tu avais Dylan Brooks, Ja Morant, Tyus Jones, comment il s'appelle, Jackson Jr., on se disait, ce groupe va forcément aller très très loin. Il y a un moment, ils vont vraiment poser problème. Et voilà, et quand tu avais Ja Morant qui, sur ESPN, disait je crains personne dans la conférence Ouest, on trouvait pas ça complètement fou. On trouvait ça prétentieux, mais c'était un peu l'identité aussi de cette équipe, Bien sûr, qui ouais. jouait justement sur cette espèce de edge, cette espèce d'attitude un peu provocatrice. Et aujourd'hui, voilà, 3 ans plus tard, on rigole très très fort. Et effectivement, on a un sentiment de gâchis absolu concernant Ja Morant, qui semble incapable de devenir le joueur qu'il a besoin d'être pour cette équipe de Memphis. Et il peut faire le fier dans le vestiaire, il peut essayer de rejeter la responsabilité ailleurs, tant qu'il se regardera pas, tant qu'il comprendra pas que la solution, il en fait totalement partie, et que c'est dans son attitude qu'il va falloir changer pour commencer, ça avancera jamais. Aujourd'hui, Memphis, en tant que franchise, après le départ en catastrophe de Taylor Jenkins, où quand Taylor Jenkins et son assistant Noah Laroche mettent en place un nouveau système offensif la saison dernière, où grosso modo, tu avais quasiment plus d'écran, plus de end-off, ce qu'aimait bien Ja Morant, puisque ça lui permettait justement d'aller trouver ses points, de jouer comme il l'aimait. Euh, il a été murmuré. Alors ça a jamais été démontré à proprement parler, mais il se murmurait parmi les insiders que Ja Morant n'était pas totalement, comment dire, étranger au fait que Taylor Jenkins finisse par être licencié, qu'il Ouais, ouais, tout à fait. détestait le système qui avait été mis en place au point de, grosso modo, avoir une influence sur son départ, potentiellement. Là, Izzalo prend les commandes, remet en place des systèmes avec des écrans, mais demande à un jeu plus rapide, de lâcher plus souvent le ballon, d'avoir un jeu beaucoup plus collectif. Il y a un moment où tu vas pas virer tous les coachs qui se présentent et qui ne plaisent pas à Ja Morant, surtout quand Ja Morant se révèle être un franchise player sur lequel tu ne peux pas compter, ni dans l'attitude, ni avec les blessures, euh, parce que son jeu n'est pas du tout, est quand même extrêmement risqué, vu son gabarit. Oui, déjà, effectivement, tu l'as dit, son jeu est risqué, mais même au-delà de ça, en fait, entre le Ja Morant de troisième année, Mm. qui est MIP, qui est dans le classement du MVP, qui est un All-Star complètement indiscutable, et celui de l'année dernière, par exemple, on peut pas dire qu'il ait confirmé les promesses, tu vois. Je veux Ah, dire, mais absolument pas, ouais. en fait, il a pas atteint ce niveau où il peut revendiquer le fait que le jeu de son équipe soit construit autour de sa volonté, de ses qualités, etc., etc. Je veux dire, aujourd'hui, Ja Morant, il n'est pas devenu ce joueur-là, en fait. Mais Euh, si tu rates ses stats, c'est encore pire. C'est qu'il est en chute ah, mais bien absolue sûr. depuis 2022. Ah, ben Alors c'est ça. après, tu as des Depuis sa saisons comme troisième année. la saison 2023-2024. Il a joué, je sais pas, il a joué 9 matchs. 9 matchs. Donc bon, c'est petit échantillon. Cette saison, il a joué pareil, très peu de matchs. Donc 6, ouais. petit échantillon également. Mais si tu regardes la tendance, elle est catastrophique. Mais évidemment, c'est ça, c'est que En sa termes de tendance est production, inquiétante.
en termes d'impact, les fautes provoquées, le ratio de lancers francs tentés, le player efficiency rating, les win shares toutes les 48 minutes, le box plus minus, tout ça est en dégringolade absolue. Et pire encore, si tu regardes son shooting, aujourd'hui, son shooting est équivalent à Russell Westbrook dans ses pires jours. C'est-à-dire que c'est 30% au tir sur plus de 6 tentatives toutes les 100 possessions. Westbrook, c'est 30%, 30,6% avec 5,4 tentatives toutes les 100 possessions. Donc c'est kiff-kiff quelque part. Ça se vaut. Bon, Ja Morant, aujourd'hui, non seulement il n'est pas en position de force dans sa franchise, mais j'ai envie de dire que avec le transfert de Desmond Bane, la possibilité aujourd'hui des Grizzlies de potentiellement l'échanger pour récupérer des assets, parce que où va les Grizzlies aujourd'hui si Ja Morant devient ce joueur? Est-ce que Ja Morant est assez fort et a assez de promesses en lui pour que tu te tapes ces migraines à essayer de le gérer en dehors des parquets et sur le parquet? Je suis pas sûr de ça, en fait. Bah, je suis d'accord avec toi, mais l'autre problème, c'est aussi qu'aujourd'hui, Ja Morant, il a l'étiquette d'un joueur qui est ingérable, je pense, auprès de beaucoup de franchises, si tu veux. Donc même si demain tu le mets sur le marché, qu'est-ce que tu vas aller récupérer en échange, tu vois? Je pense que tu pourras le trader, hein, je dis pas le contraire, mais c'est clair que sa valeur, comparée à ce qu'elle était en 2023, ça n'a plus rien à voir. Et tu faisais la comparaison tout à l'heure entre OKC, en disant qu'OKC est devenu ce que Memphis aurait pu devenir, mais la comparaison qui est vraiment terrible, c'est celle entre Shai Gilgeous-Alexander et Ja Morant. Il y a qu'un an d'écart entre les deux. Enfin, vraiment, on dirait... il y a pas photo entre les deux. Alors c'est pas du tout le même joueur. Ouais. Non, alors que Ja Morant, vraiment, sur sa 3e saison, je te dis que quand on voit l'année qu'il nous fait, mais on savait pas quel était son plafond et on s'attendait à le voir continuer progresser, mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les histoires extrasportives ont pris le pas. Et en fait, moi, le sentiment que j'ai avec ce joueur, c'est qu'il a décroché, en fait, de sa carrière NBA et c'est hyper triste, mais c'est un peu la sensation qu'on a, quoi. Il a, après cette saison, il a encore 2 ans de contrat. 2026-2027, on est à un peu plus de 42 millions. 2027-2028, on est à quasiment 45 millions. Donc il a encore 2 années de contrat. C'est-à-dire que si jamais Memphis décidait de s'en séparer pendant la saison, et je tiens à signaler que la saison dernière, on entendait déjà les premières rumeurs. Après le transfert de Luka Doncic, je me souviens, je sais plus quel journaliste, je crois que c'était sur The Athletic, qui avait fait un article du style quelle autre star pourrait être transférée dans les prochains 12 mois et qui pourrait être un choc presque aussi grand que celui de Luka Doncic. Ça n'existe pas. Non. C'est impossible de faire pire, mais quel genre de star pourrait quitter son équipe d'ici là, quoi. Et Ja Morant revenait déjà parmi des gens qui étaient plutôt bien insérés, qui sont plutôt bien insérés auprès des front office. Donc, moi, personnellement, tu me dis que Ja Morant se fait transférer dans la saison, ça ne me choque absolument pas. Et aujourd'hui, avec ces 2 ans de contrat qui restent, n'importe quelle équipe qui, dans la saison, va potentiellement voir tous ses espoirs s'écrouler, peut se convaincre en se disant Ja Morant, c'est peut-être le mec qu'il faut. Nous, on va changer la donne, quoi. Nous, on va le remettre sur les bons rails et on va repartir sur un truc sympa. Ah, il y a bien une ou deux équipes qui cherchent des meneurs, hein, ça je te dirais pas le contraire, hein. C'est une denrée un peu rare chez certaines équipes, mais oui, non, mais moi non plus, ça me choquerait pas de le voir être tradé, c'est clair. Et sur la volonté de la franchise, je veux dire, ces 2 dernières années, on a quand même plusieurs fois murmuré du côté de Memphis le fait que on aimerait bien voir Jaren Jackson Jr. monter en puissance, que ce serait peut-être bien que ce soit lui le leader de ce projet. Bah, c'est clair que de ce qu'on perçoit, nous, on a l'impression qu'il a quand même un peu plus la tête sur les épaules, quoi. Ah, complètement, ouais. Sur ESPN, c'est Tim Bontemps, Brian Windhorst et Tim McMahon qui ont parlé d'ailleurs de Ja Morant et qui expliquent qu'aujourd'hui, il y a le marché pour des transferts le concernant est plutôt fébrile. Bah ouais. Tu récupères pas grand-chose aujourd'hui contre Ja Morant. Ce qui semble complètement fou quand tu repenses à l'image de ce joueur il y a 2-3 ans, quoi. Ah mais moi tu m'aurais dit ça en 2023, je t'aurais rionné, c'est clair, mais c'est assez fascinant quand même cette chute absolue, quoi.
Bah oui, mais tu sais très bien qu'en fait, en récupérant Ja Morant, tu récupères peut-être un talent incroyable, mais tu récupères aussi un mec qui est susceptible de se prendre 20 matchs de suspension à n'importe quel moment, qui est susceptible de te foutre un bordel pas possible parce qu'il est pas content du coaching staff. Tu vois, il y a aussi ces éléments-là qu'il faut prendre en compte, quoi. Ouais. Tiens, Charlie, il y a Bleacher Report qui a fait 5 propositions de transfert. On va les passer toi et moi en revue rapidement. Tu vas me dire ce que t'en penses, ok? Allez, Allez, les Hawks qui échangent Trae Young contre Ja Morant et une trade exception de 6,6 millions. Tu t'achètes non, j'espère pas, ou t'achètes pas? j'espère pas pour Isaché. Tu m'étonnes. Moi non plus, pas du tout envie de voir. Je préfère largement avoir Trae Young à Atlanta que Ja Morant avec Riz Haché, Ouais, très pareil, clairement. pareil. Les Phoenix Suns, Jalen Green, le premier pick de 2027 et une exception de transfert de 5,9 millions contre Ja Morant. Écoute, ça irait bien à cette franchise, moi, je trouve, de récupérer Ja Morant. Je suis désolé pour les fans des Suns, vraiment, je suis désolé, mais je trouverais ça un peu drôle. Ouais, et Dylan Brooks, les réunions avec Dylan Brooks, ça peut. Moi, je dis que ça peut le faire. Ça peut être Qui marrant, sait? allez. C'est peut-être Dylan Brooks qui inspirait Ja Morant. Ça se trouve, c'est ça en fait. Le hit de Miami, Tyler Hero contre Ja Morant et enfin Tyler Hero, une trade exception de 8,4 millions de dollars et contre Ja Morant. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que le simple fait de suggérer Ja Morant à Miami, c'est une insulte au front office, ça n'arrivera jamais, Pat Riley ne tolérera jamais ça, mais Pas vraiment, de son vivant. c'est impossible, c'est absolument impossible. C'est clair et net. Ça ferait des étincelles. Le mec ne laisserait même pas Ja Morant mettre un pied là-bas. Mais non. Les Kings de Sacramento. Alors là, le transfert est un peu plus compliqué. Les Grizzlies récupèrent Malik Monk, Kian Ellis, Dennis Schroeder, un pick protégé de 2026, un pick protégé des Spurs de 2027, donc un pick que récupéreraient les Kings, une trade exception de 6,5 millions, et les Kings, eux, chopent Ja Morant, JJ Jackson, Jalen Wilson, et des Nets, une exception de 5,4 millions, une exception de 2,3 millions, et les Nets récupèrent John Conchar, le pick de Trailblazers de 2029 au second tour, Dario Saric, et un pick du second tour des Hornets en 2026, plus du cash. Ça devient compliqué les transferts là. Ouais, c'est compliqué, bah ouais, bah écoute, Est-ce que les Kings ont intérêt de faire venir Ja Morant? Voilà la question. mais C'est ça la non mais, question. alors moi je vais, non mais dans ce cas-là, si on se pose cette question comme ça, est-ce aujourd'hui, quelle franchise NBA a intérêt de faire venir Ja Morant? Moi je pense que aucune. Donc non, enfin, je veux dire, je vais pas souhaiter ça aux fans des Kings, les pauvres, c'est déjà pas facile d'être fan de Sacramento. On va pas leur infliger ça. En fait, c'est terrible, tu vois. En fait, ce dilemme que tu me poses, il est horrible parce que si tu me dis de récupérer Ja Morant, le joueur, le potentiel, et que soudainement il y a un déclic et il se reconcentre sur le basket, c'est super, tu vois. C'est super pour toute équipe qui va le récupérer, mais est-ce qu'il y a une chance pour que ça arrive? Ouais, une équipe comme Sacramento, ou dans le truc, enfin, la cinquième proposition, c'est The Field, donc c'est les autres équipes. Il y a des propositions avec les Raptors, dans un échange avec Emmanuel Quickley, ou les Pistons, les Wolves, qui pourraient récupérer justement le meneur dont on a dit qu'il manquait dans le dernier épisode. Tout à fait. Le Jazz, par exemple. Si Morant termine au Jazz ou aux Kings, la probabilité qu'il demande son transfert est quand même, à la fin de son contrat est quand même très très grande, quoi. Bah ouais, et puis en fait, moi, c'est surtout, j'ai peur que la Enfin, probabilité son qu'il transfert qui soit. signe ailleurs, en fait. Ouais, moi je pense surtout que la probabilité qu'il soit en roue libre complet est importante. En fait, pour moi, un joueur comme Ja Morant, il a besoin d'une structure extrêmement solide. Donc techniquement, effectivement, une franchise comme Miami, ce serait idéal pour lui, parce qu'on lui permettrait pas de partir en vrille, en fait. Tu vois, c'est comme un gamin qui a besoin d'avoir de l'autorité au-dessus de lui, et je suis persuadé qu'un mec comme Ja Morant, il a besoin d'autorité, mais en fait, c'est déjà trop tard. Une franchise aussi bien gérée que Miami, elle récupérera pas ce cas-là, tu vois, c'est mort, en fait. Peut-être il y a 1 an ou 2, ça aurait été envisageable. Aujourd'hui, je pense que c'est trop tard. Ouais. En tout cas, c'est une situation bien pourrie pour les Grizzlies, Ouais. qui se retrouvent avec une star qui boude, qui fait vraiment, qui va pas aider l'histoire, quoi. Ah non, Qui non, va c'est pas y mettre clair. du sien. Je sais pas s'ils vont pouvoir régler un peu les choses. Ja Morant, idéalement, on comprend que même s'il veut bouger, admettons qu'il demande son transfert demain, va falloir qu'il joue et qu'il montre une autre attitude, qu'il montre un autre visage.
Oui, mais ça Euh, implique c'est- qu'il se remette en question. Moi, je suis désolé, mais de ce qu'on a vu de lui ces Ah deux, oui, trois dernières années, la remise en question n'existe pas. ah, Charlie, oui, voilà, comment tu veux qu'un mec comme ça se remette en question alors qu'il a été suspendu pour son comportement et qu'aujourd'hui il continue de faire la merde à plein tube, quoi. C'est pas un peu, tu vois. Ah, mais moi, je te dis, pour moi, ces Le mec, il fait vraiment célébrations, n'importe quoi, quoi. ces célébrations où il mime les armes à feu, les grenades et Ouais, tout, pour moi, c'est de c'est la vraiment. provocation gratuite. Mais bien sûr, c'est juste un Ouais, énorme doigt d'honneur fait à la Adam à la Silver, à ligue, la NBA, à la Ligue, tu vois, en fait, c'est pour ça que moi, c'est un je suis un peu thug. inquiet, tu vois, c'est que je vois pas à partir de quand ce mec-là va se remettre en question. Ouais, ouais, je suis bien d'accord avec toi et c'est triste. Ah ouais, c'est super triste. Ouais. C'est extrêmement triste. On va parler des Pelicans maintenant. C'est la sortie de route immédiate Pour pour cette rester dans le franchise. triste. Voilà, ouais, je pense que c'est l'épisode du podcast le plus gai, le plus joyeux qu'on ait jamais fait. Si on pensait pouvoir se réjouir de voir Zion Williamson enchaîner 2 matchs consécutifs sans se blesser, l'équipe de la Nouvelle-Orléans compte malgré tout 6 défaites pour autant de rencontres actuellement, avec un différentiel de points catastrophique au compteur. Quand on regarde les Pelicans, on ne peut que se sentir mal à l'aise. C'est ce qui émane de cette équipe. Trey Murphy, Jordan Poole, Herb Jones. J'adore Trey Murphy et Herb Jones, hein, tu le sais, Charlie. Ouais, ouais. Mais clairement, ils débutent l'année de la pire des manières. Ils semblent perdus, leur talent mal exploité. L'avenir de Willie Green est clairement dans la balance, surtout que ce n'est pas un coach, ça on l'a déjà dit toi et moi, qui a été recruté par ce front office. Troy Weaver et Joe Dumars, je pense, ne vont pas hésiter à le faire sauter. Et pour moi, c'est une question de jours. C'est pas impossible même que l'épisode, on le mette en ligne demain matin, dans quelques heures là, et que Woody Green ne soit déjà plus le coach. J'en suis quasiment persuadé. L'espoir de créer un électrochoc avec son licenciement, ok, pourquoi pas, mais est-ce que c'est vraiment la solution? J'en suis pas sûr. Dejounte Temeray ne sera pas de retour avant le début de l'année 2026, selon selon les projections. L'objectif dans ce début de saison, c'était de s'accrocher dans le milieu de la conférence Ouest jusqu'à son retour, avec peut-être la possibilité de pousser pour une place dans le play-in. Surtout que leur rookie, Jeremiah Fears, le choix très critiqué le jour de la draft, pris en 7e position, a été une bonne surprise jusque-là. C'est moins le cas de Derrick Quinn, sélectionné à la 13e place de la draft, Et à quel après prix? avoir donné leur premier pick non protégé de 2026 aux Hawks. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que là, les Pelicans, ils sont dans un, on dit win-win, et ben eux, c'est lose-lose. C'est-à-dire que quand tu vois Derrick Quinn, franchement, ça paraît excessivement cher payé pour récupérer un joueur comme ça. J'ai pas envie d'être méchant envers Derrick Quinn, mais est-ce que c'est un mec sur lequel tu sabres un pic de draft non protégé pour la saison suivante alors que tu sais pas du tout ce que va donner l'équipe? Clairement, non. C'est la décision de Joe Dumars qui prive désormais les Pelicans de la possibilité de foirer cette saison avec l'espoir de se dire bon, on fait une saison catastrophique, c'est pas grave, limite on fait du tanking avec l'espoir d'avoir un bon pic de draft. Et ben non, ce pic de draft, ça ira directement dans la besace des Hawks. Les Pelicans auront rien à se mettre sous la dent, même s'ils font une saison foireuse au possible. Charlie, c'est quoi ton regard sur la situation des Pels aujourd'hui? Bon, alors, je suis pas ultra surpris parce que en début de saison, moi, j'avais un peu du mal à imaginer les Pels viser. Le play-in? Ouais. Ouais. Alors, moi, je trouvais que même 30 victoires, tu vois, c'était un peu ambitieux. Ah oui, d'accord. Ouais. Je trouve que le boulot qui a été fait cet été est pas bon. Tu vois, quand tu perds un profil vétéran comme McCollum et que tu le remplaces comme tu l'as remplacé. Je peux me permettre de dire un truc rapido. Ouais, ouais. Le recrutement de Joe Dumars est une erreur monumentale de base. Enfin voilà, voilà, pardon. Non, mais Je te Joe laisse Dumars, c'est un continuer. moment, rien que pour l'opération d'Eric Quinn que tu as mentionné, il va falloir qu'il rende des comptes à un moment, parce que là, en fait, non Il mais en vient fait, d'être nommé, le gars. oui, mais d'accord, mais en fait, enfin, on se rend compte que la saison, là, ça peut être une saison pour rien. Parce que, Ouais. genre, s'ils continuent à ce rythme, c'est vraiment une année perdue. Alors, ok, c'est une année qui servira peut-être à développer les jeunes et tout. Il y a toujours des branches sur lesquelles on peut se raccrocher, mais ça va pas suffire au bonheur du front office, je pense, et encore moins des fans. Euh, je, écoute,
Je sais pas quoi te dire en fait. Je pense que cet effectif, il est un peu bancal. Un mec comme Poole, qui vient a priori un peu à la place de McCollum aussi. C'est pas du tout le même profil. C'est pas du tout un mec gestionnaire. Il peut pas encadrer les jeunes. Même parfois, il a du mal à s'inscrire dans un collectif. C'est un Il soliste. a du mal à s'encadrer lui-même, j'ai envie de te Ouais, dire. voilà, c'est un soliste qui brille comme scoreur en sortie de banc, mais c'est pas un mec, je pense, qui t'aide à être ambitieux. Alors oui, Fears, le rookie, est intéressant, il a un potentiel, mais est-ce qu'il y a autour de lui le matériel pour exploiter au mieux ce potentiel? J'en suis pas sûr. Voilà, je pense qu'Atlanta aujourd'hui, ils sont mais avec le pic des Pels, ils sont au paradis, quoi. Ils sont Ah ben trop contents. complètement. Tu te rends compte que là, ils peuvent récupérer un pic top 3. C'est fou. C'est un début de saison qui est catastrophique. Alors oui, évidemment, Willie Green pourrait en faire les frais. Visiblement, il est très frustré par la mentalité et par les attitudes de ses joueurs. Il les trouve pas assez combatifs, notamment en défense. Maintenant, on peut pas dire que lui trouve non plus des solutions Exactement, quelles ouais. qu'elles soient. Euh, donc oui, son futur est clairement en discussion. En plus, c'est pas la première fois que les Pels traversent une période compliquée sous sa gouvernance. La saison dernière, il y a eu des moments qui étaient terribles aussi. Il était resté en place malgré tout. Bah, le truc, c'est que la saison dernière, tu avais des blessures, des absences qui pouvaient justifier le manque de résultats. Ah Là, d'accord, mais il y a eu aujourd'hui, des enchaînements de défaites qui étaient terribles, mais quoi. tout à fait, Charlie, tout à fait. Ce que je dis, c'est que là, tu as Zion Williamson qui joue pour le coup, mais Trey Murphy, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui colle pas. Et l'an dernier, il était très très bon. Et là, tu vois bien il est totalement, il est dépressif. C'est pas possible, quoi. Non, mais moi, ça me fend le cœur parce que j'adore ce joueur. Je suis persuadé du talent de ce joueur et ça me fout en l'air que lui et Herb Jones sont en train de pourrir sur pied dans cette franchise à la noix. J'en peux plus en fait de les savoir là-bas. J'ai vraiment envie qu'ils se barrent parce que je pense que c'est un gâchis monumental. Si demain Willie Green s'en va, là on entend les noms de Tom Thibodeau, on entend Mike Malone, Jamais il y va, Mike Malone. on entend Mike Budenholzer, James Borrego qui est à mon avis voilà qui est le premier assistant. À mon avis, ça va plus être là-dessus, ça va plus être un choix par défaut de la part des Pelicans, qui est également une franchise qui semble extrêmement mal gérée. Ah mais Tout c'est surtout... ça a l'air Mais foireux oui. du début à la fin. Franchement, cette franchise, c'est la dépression de A à Z, quoi. Ah mais ouais, c'est pour ça que je te dis que pour moi, un mec comme Mike Malone, jamais il y va. Cet été, il a expliqué que il voulait parvenir n'importe où, qu'il voulait sélectionner Hmm. son projet. Si après avoir dit ça, il signe aux Pels, alors là, il y a un truc que je comprends pas. Écoute, Gros chèque. ouais, bah, non, Énorme chèque. ouais, vraiment colossal alors. Genre. Mais ouais, bah non, mais moi je suis d'accord avec toi. Des mecs comme Herb Jones, en plus Herb Jones, putain, il est sous contrat, il a un contrat si long. Oh mon Dieu, Oh c'est un là des là, meilleurs le contrats de toute la pauvre. ligue. Ouais, mais bon, C'est horrible. genre, il est prisonnier quoi. Non, mais ouais, C'est ça. en fait, pour moi, la seule question aujourd'hui sur les Pels, c'est quelle sera la prochaine équipe qui va leur mettre 30 points dans la tronche. Genre, je suis désolé, mais j'en suis là. Je ne crois pas du tout en cette équipe. Euh, je- Peut-être que ça changera avec un nouveau coach qui réussira à apporter quelque chose, mais en l'état, je vois pas de solution. Hein. Oui, Je suis désolé. Hein. sans compter que la probabilité d'une blessure de Zion Williamson continue voilà, Ah ouais, le calice jusqu'à la lie, quoi. d'être, c'est toujours là. Et je pense que le coup fatal absolu, terrible, ça serait ça. C'est que Zion se blesse Ouais, et voilà, tu pensais que tu avais touché le fond. Bah non, il y en a il y a Zion qui va ramener les pelles, quoi. c'est ça, tu creuses encore. Ouais, non, ce serait Ouais. triste. Hein. Franchement, je leur souhaite pas, parce que c'est pas du tout. Enfin, je déteste aucune franchise dans l'absolu, mais c'est vrai que moi j'ai toujours au fond de mon cœur un tout petit espoir qu'un jour Zion Williamson deviendra le joueur qu'on a pu entreapercevoir parfois. Mais c'est clair que cette équipe, elle est pas réjouissante à regarder, elle est pas réjouissante à suivre, et je suis bien désolé pour les fans de cette franchise parce que cette saison peut être extrêmement longue, hein, vraiment extrêmement longue, parce que quand t'as une équipe qui tu vois, quand t'es fan d'une équipe qui est nulle, mais vraiment qui est nulle, quoi, qui est dans les bas-fonds, allez, au moins, tu vois, après les matchs, tu te remontes le moral en regardant un peu le profil des meilleurs prospects universitaires, tu vois, tu te diras, bah, peut-être l'année prochaine, lui, il va nous apporter un peu de bonheur. Là, il y a rien, il y a rien, il y a rien.
Ouais, ouais, complètement. Ouais. Et ce choix, enfin, ce sacrifice de pique, mais quelle absurdité totale. Enfin, je veux dire, dans la NBA moderne, avec tout ce qu'on sait, avec la valeur qu'ont pris les pics de draft aujourd'hui, dans tous les échanges, enfin, je veux dire, il suffit de voir l'équipe qui a remporté le titre, la stratégie mise en place par le gars qui pilote l'équipe, Sam Presti, et Joe Dumars, le premier truc qu'il fait enfin, que dirigeant des opérations basket, c'est de dire, tiens, je vais balancer ce pic sans aucune protection pour récupérer un gars dont le potentiel est enfin, ouais, ça me plaît, moi, ça me plaît bien. Et quand tu vois le gars jouer, mais et même la pression que ça lui met à ce joueur, mais c'est terrible, c'est Non, terrible. non, mais moi, Et c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur décisionnaire qui est, enfin, pour moi, c'est une erreur professionnelle Ah, mais c'est une faute professionnelle de fou. inexcusable. Moi, j'aime, C'est une mais c'est pour faute, ça. c'est une faute professionnelle, littéralement. Ça va peut-être paraître être excessif pour certains, mais pour moi, c'est une faute professionnelle. Tu ne peux pas être à ce niveau de responsabilité à décider de l'avenir d'une franchise et faire une erreur aussi monumentale. Et comme tu dis, les gars, Atlanta, les gars, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce que quoi? Pourquoi mais vous êtes fous, quoi? Ok, vas-y, on prend. Mais oui, non, mais C'est une blague ou bien? ah non, mais moi, je suis parfaitement d'accord avec toi sur le terme faute professionnelle, parce que en plus, c'est pas comme s'il était à la tête d'une équipe, tu vois, qui était ambitieuse, en fait. Il y a quand même beaucoup de gens qui la sentaient venir, cette saison compliquée des Pels. Je veux dire, tu brades un pic, alors que tu sais qu'il y a des chances pour que tu aies une saison compliquée, que ton franchise player, c'est un mec qui est susceptible de Mais rater une complètement. grande partie de la saison. Et franchement, je veux dire, il y a peu d'unanimité. La NBA, c'est un univers qui est suivi par énormément de médias. Il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de commentateurs, il y a beaucoup de gens qui s'expriment là-dessus. C'est un move qui a été unanimement jugé comme étant aberrant. Et moi, C'est ça. c'est pour Une ça que aberration. mais oui, c'est ça. Et c'est pour ça que Joe Dumars, il doit être tenu responsable de ça. C'est que tous les gens, tous les suiveurs de la ligue, ou presque, en tout cas moi, tous ceux que j'ai lus, trouvaient que c'était une décision qui était folle, qui n'avait aucun sens. Dire, voilà, il n'y a pas de surprise en fait aujourd'hui, il n'y a pas de surprise. Il a fait n'importe quoi et c'est terrible, vraiment c'est terrible. Et je suis désolé, mais ce mec-là, c'est un agent des Hawks, hein, c'est pas possible autrement. Je ne comprends pas ce choix. En tout cas, avec tout le passif qu'il a eu, parce que à Détroit, donc il était à la tête de cette équipe qui a remporté le titre en 2004. Il a vécu là-dessus pendant très longtemps, pendant extrêmement longtemps. Après, il avait quand même enchaîné pas mal de décisions à la noix. Cependant, les Pistons, malgré tout, avaient enchaîné les finales de conférence. Je me souviens, enfin, je sais pas si tu te souviens de ça, mais ils faisaient les finales de conférence quasiment tous les ans à l'époque où il y avait encore Chauncey Billups, Rashid Wallace et ainsi de suite. Non mais là, on remonte il y Après a coup, 20 on a ans, bien quoi. compris que ça n'allait pas du tout. Voilà. Et là, la propriétaire, Gail Benson, qu'il le nomme, c'était en avril dernier, qu'il le nomme à la tête des opérations basket. Je crois qu'il est président des opérations basket ou vice-président. Non, président, ouais, président. Pour moi, ça n'a strictement aucun sens. Et le gars n'est même pas en position, a même pas commencé à faire son truc, qu'il est déjà en train de, qu'il a déjà pris une décision, enfin, qu'il a déjà, son premier choix, c'est de faire n'importe quoi, quoi. Ouais. Ouais, Enfin, ouais, bref. non, vraiment, c'est terrible. Putain, Ouais, c'est terrible. Ouais. je suis en train de relire le communiqué sur le site de la NBA où il a été nommé et où il explique qu'il va prendre des décisions judicieuses. Ouais, bien joué, mec. C'est une réussite. Ah, mais quand tu l'écoutes, il était persuadé du bien fondé de son choix. Par contre, voilà, j'ai envie de dire, s'il avait mis des protections sur son pic, il aurait pu faire ça. Il aurait pu construire cette montée, parce qu'ils sont passés de la 23e à la 13e place. C'était ça l'objectif, c'était de monter pour être sûr d'avoir le gars qu'il voulait prendre. Ok, pourquoi pas. Mais que tu mettes aucune protection sur un pic de draft qui vient l'année suivante, où, comme tu dis, tu n'as aucune certitude sur les résultats à venir, que Dejounte Murray, qui est ton meneur titulaire, est blessé au moins jusqu'au début de la saison au moins au début de l'année 2026. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire au moins le premier tiers d'une saison sans meneur titulaire. Je veux dire, C'est dingue. ça n'a strictement aucun Non, mais sens. c'est dingue. Dans tous les côtés où tu prends cette histoire,
il y a rien qui fait sens. C'est ça, ton numéro 1 est un joueur injury prone, ton numéro 2, son lieutenant principal, est absent un tiers de la saison, mais tu décides malgré tout de brader ton pick de draft. C'est incroyable. Ouais. Vraiment, C'est tout, c'est fou. On va terminer ce podcast sur une note beaucoup plus positive, Charlie. Si tu le veux bien, on va nommer toi et moi notre rookie chouchou, celui qu'on aime bien regarder et qui nous a un peu tapé dans l'œil. Où forcément, on s'attendait pas forcément, ou on s'y attendait, ou plus ou moins, je sais pas. Ça te dérange pas si je commence? Allez, vas-y. Et moi, j'ai envie de citer, on parlait des Grizzlies tout à l'heure. Voilà les Grizzlies. Cédric Coward, qu'ils ont sélectionné 11e lors de la dernière draft. Il fait partie, enfin, ils l'ont récupéré grâce aux assets, une partie des assets qu'ils avaient chopés avec Orlando dans le transfert de Desmond Bane. Donc c'est un peu, ça vient de là, pour le coup, d'une opération plutôt réfléchie de la part des Grizzlies. Et c'est une des rares bonnes nouvelles de ce début de saison côté Memphis. Et j'aime bien le profil de ce joueur-là parce que franchement, il commence la saison, il est extrêmement impressionnant dans son adresse, dans la justesse de son jeu. Et c'est un joueur qui a évolué en Division 3 à l'université. Il a grappé les échelons. Il a été blessé à l'épaule. Il s'en est remis. Et voilà qu'il débarque en NBA. C'est un joueur qui a 22 ans. Et j'adore le profil de ce joueur. J'adore ce qu'il propose sur le terrain, justement dans cette équipe de Memphis qui, malgré toute l'adversité qu'ils ont dans ce début de saison, bah lui, il ressort du lot justement. Et je trouve que ça va dans le bon sens. Et s'il y a une pointe d'espoir, une pointe d'optimisme à avoir côté Memphis, et ben pour moi, Cédric Coward personnifie totalement cet espoir. Écoute, oui, c'est un joueur, j'aurais aussi pu le prendre, mais c'est un joueur que je connaissais pas trop, moi, avant la reprise de Moi la non plus, saison. pas du tout. De toute façon, il a quasiment pas joué la saison dernière, si j'ai bien suivi, il a été très longtemps blessé, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que sur ce début de saison, c'est le style de la draft. Il a des stats qui sont très bonnes, alors son adresse est fortement impactée par son match face à Indiana, où il est à 6 sur 6. En pré-saison, il était beaucoup plus en galère au shoot, alors c'était probablement aussi le temps de se remettre en route. On va voir un peu ce que ça va donner. Il faut quand même qu'il se stabilise, parce que tu vois, il est aussi capable, tu vois, sur les 2 derniers matchs, il est à 0 sur 6 à 3 points cumulés, par exemple. Enfin, c'est normal, tu vois, c'est un très très jeune. Il faut qu'il se stabilise à ce niveau-là, mais il est aussi très adroit au lancer franc. Sur ce début de saison, c'est le rookie avec le meilleur PER. Là, sur le dernier rookie ladder de la NBA, il est au 2e rang derrière VJ Edgecombe. Moi, je trouve qu'il a un profil qui est très intéressant. Au-delà d'être une menace en catch and shoot, il a pas peur d'aller attaquer le cercle, il comprend assez bien le jeu, il sait quand privilégier la passe, il se bouge en défense. En fait, il montre des choses qui sont vraiment intéressantes et on voit qu'il est mûr, en fait. On voit qu'il est beaucoup plus mûr que certains. Les one and done en NBA, ces joueurs qui font qu'une année en université et qui derrière déboulent à 18-19 ans, c'est très bien, mais on voit qu'il est très en avance sur eux en termes de compréhension du jeu. Et ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu, une des très bonnes nouvelles côté Memphis. Il fait plaisir à voir et c'est tout à fait un joueur que j'aurais pu choisir aussi dans ce registre. Ouais, c'est un mec dont le parcours, pareil, toi, l'adversité son ascension, le fait qu'il se soit battu pour en arriver là où il est, enfin, je trouve que ça se voit dans son attitude, ça se voit dans sa façon de jouer, ça se voit dans le sérieux et l'application qu'il a sur le terrain. Et moi, je suis toujours épaté par les rookies qui sont à ce point où t'as l'impression que c'est vraiment des vétérans, quoi. Ouais, c'est ça. VJ Edgecombe, on en a parlé l'autre fois. C'est pour ça que je l'ai pas choisi aussi, parce qu'on a bien parlé de lui. Tout à fait. Et c'est un des rookies qui est absolument, qui est absolument fascinant dans ce début de saison. Voilà, c'est des joueurs où ils jouent au-delà de l'expérience qu'est la leur, quoi. Les gars débarquent en NBA et t'as l'impression que c'est déjà des vétérans qui ont 5 saisons dans les pattes. Ouais. Et j'aime bien ce genre de profil. Et ça laisse. J'espère qu'il aura une belle carrière, Coward. Bah ouais, c'est clair, je lui souhaite. Hein. Je lui souhaite. Surtout, ne prends pas exemple sur ton meneur, s'il te plaît. sur le leader de ton équipe. Ouais, voilà. ton choix à toi, Charlie. Bah ouais, j'aurais pu prendre Coward, j'aurais aussi pu prendre Edgecombe, mais comme tu l'as dit, on en a un peu parlé fin de semaine dernière, donc j'ai décidé moi de partir sur Dylan Harper. Alors c'est pas une surprise, hein, c'est pas un style, c'est un mec qui est des 2e pick.
qui était attendu. Malheureusement, il s'est blessé cette nuit face aux Suns. Alors, j'ai pas vu si la franchise avait communiqué sur son absence. Je crois que c'est le mollet qui est touché. Mais Ouais. il était encore parti pour un énorme match. Hein. Il en était à 12 points en 11 minutes, comme toujours de la belle intensité, dans la lignée de son arrivée en NBA. Moi, pour être honnête, je le trouve impressionnant sur ce début de saison. Il a que 19 ans. Athlétiquement, il n'y a aucun souci. Techniquement, non plus. Mais en fait, c'est surtout dans ses attitudes. Il donne vraiment l'impression de maîtriser ce qui se passe sur le parquet, comme s'il était dans cet environnement depuis très longtemps. Alors, son background l'aide sûrement. Hein. Il baigne dans l'univers basket depuis toujours. C'est le fils d'une légende de la NBA, multititré. Ça doit évidemment l'aider Avec Harper. Ron Harper. Ron Harper, pardon, oui. Ça doit l'aider à maîtriser tout ce qui se passe. Donc ouais, je suis vraiment intéressé par son profil. Il se bat, il met de l'intensité, il fait vraiment plaisir. Et ouais, en fait, je suis content de voir qu'il montre dès sa saison rookie qu'il peut contribuer parce que on l'a dit, on le redira autant qu'il le faut. Cette équipe, si Wembanyama reste en forme, elle doit jouer les playoffs dès cette saison. Donc je suis très content de le voir à ce niveau-là. J'aime bien aussi sa relation avec Wembanyama, qui a eu des mots très intéressants le concernant, en parlant notamment de sa capacité à contrôler le jeu et de son instinct. Bon voilà, écoute, son association avec Stephen Castle sur le backcourt est intéressante. On verra quels choix seront faits quand l'effectif sera au complet, avec notamment le retour de De'Aaron Fox. Dans l'absolu, je pense qu'abondance de biens ne nuit pas. En tout cas, c'est clair que c'est le genre de problème de riche que le coaching staff sera content d'avoir. Donc voilà, ouais, Dylan Harper, très très content de le suivre. J'avais beaucoup d'espoir sur lui et je suis très content de voir qu'il répond tout à fait à ça. Ouais, effectivement, ouais, la maturité dans son jeu, sa lecture de jeu, tu sens qu'il y a un talent inné Bien sûr. dans sa façon de gérer le ballon sur le terrain. Tu sens que c'est un meneur et un créateur dans l'âme et qu'il n'a pas besoin de se forcer, que c'est assez simple pour lui de voir le jeu se développer. Ouais, c'est ça, il comprend ce qui se passe sur le parquet. C'est Quoi. ça, exactement. Ouais. Ouais, et il arrive à créer même des moments, à créer du jeu, et c'est assez fascinant de voir qu'à son âge, il a déjà une lecture aussi mature de ce qui se passe. Tout à Et fait. ça me fait rire que les Spurs se retrouvent avec ce meneur ultra talentueux qui correspond totalement à la timeline de Wembanyama, plus que De'Aaron Fox qu'ils ont re-signé, qu'ils ont prolongé cet été. Ouais, Effectivement, ça les met face à des choix compliqués. ouais Voilà, mais pour choisir, si tu veux, il faut déjà que tout le monde soit là et qu'on voit un peu comment tout ça s'articule. complètement, ouais. De'Aaron Fox, en théorie, va revenir très prochainement. Il est en day-to-day. Je crois qu'il pourrait être en tenue dès les prochains matchs. La question, ça va surtout être effectivement quelle blessure a Dylan Harper et combien de temps il va être indisponible. Oui, apparemment, il est parti sur des béquilles, donc c'est pas très très bon. Il avait également une protection sur sa blessure. Botte, là, ouais. Ouais, une botte, ouais. Donc ça, c'est pas très cool parce que les blessures sans contact où tu termines avec une botte de protection, c'est jamais C'est rarement une possible. très bonne chose. Ouais. Non, c'est clair. J'espère que c'est pas un truc qui va le tenir trop longtemps loin des parquets et on lui souhaite un bon rétablissement. Voilà, Charlie, on va terminer ce premier numéro sur le rythme des 2 épisodes par semaine. Absolument. Merci d'avoir été là. Bah écoute, avec plaisir, comme toujours. Et chers auditeurs, voilà, merci de nous avoir écoutés. Voilà, des épisodes un peu plus courts, mais 2 fois par semaine, donc c'est ça la proposition désormais. Merci de votre fidélité. Et puis on se retrouve. Donc cet épisode sera diffusé mardi matin. Et le prochain, ça sera vendredi matin. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.